Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, nous sommes ensemble pour l'heure libre, votre nouveau rendez-vous radio et digital en partenariat Front Populaire et Sud Radio tous les samedis entre 10h et 11h. Merci de votre fidélité parce que vous êtes très nombreux à nous écouter et à nous revoir sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Alors nous sommes ensemble pour une heure d'actualité et je suis en compagnie comme d'habitude avec Michel Onfray, mais également d'Henri Guénaud, ancien conseiller spécial de l'Élysée, et Maxime Lenagar, notre rédacteur en chef à la rédaction de la revue. Alors au sommaire de cette émission, l'escalade de la guerre en Ukraine. Nous parlerons des vérités pas toujours bonnes à dire de ces conflits et du jeu dangereux que joue l'Union européenne. Nous parlerons de la possibilité aussi de faire entendre une autre voix. Nous y reviendrons longuement, c'est le sujet de la semaine. Mais tout de suite, impossible de ne pas vous parler de la réforme des retraites. Grosse journée de mobilisation mardi. Une réforme de plus en plus contestée. Mais d'abord faisons le bilan. Maxime Lenagar, pouvez-vous nous faire un point, une synthèse de la journée du mardi 31. Oui Stéphane, ça a été effectivement un succès, il faut le dire, au moins du point de vue des manifestants. Il y avait moins de grévistes que le 19 janvier, mais plus de manifestants dans les rues de France. 1,3 million selon les autorités. La CGT annonce 2,5 millions, la vérité peut-être entre les deux. C'est un record assez impressionnant pour une telle mobilisation. On pourrait presque remonter à 95, le plan Juppé contre les retraites. Il y avait eu pratiquement 2 millions de manifestants. Et à l'époque, c'était déjà un problème partiellement européen, puisque Chirac voulait réduire les déficits pour rendre possible la monnaie européenne. Donc voyant le succès de la manifestation du 31 janvier, les syndicats ont reconduit la mobilisation pour le mardi 7 et le samedi 11 février. Il y a du monde dans la rue. Pour autant, l'opposition parlementaire, elle, n'est pas tout à fait au rendez-vous. On a entendu cette semaine que les oppositions sont incapables de s'entendre. On a appris que la France insoumise, notamment, ne voulait pas d'un vote commun avec les députés du Rassemblement national qui proposent simplement un référendum, l'organisation d'un référendum pour demander leur avis aux Français. Alors à quoi ça sert finalement ces oppositions parlementaires si elles ne peuvent même pas s'entendre sur l'idée de se consulter les Français? J'ai envie de vous demander votre avis, Henri Guénaud. Alors, d'abord, ils sont tous les deux d'accord pour consulter les Français, puisqu'ils ont chacun déposé une motion référendaire pour demander au Parlement, puisque dans le référendum d'initiative partagée, il faut d'abord que le Parlement se prononce, et ensuite on passe à la pétition, enfin au recueil des signatures, puis au référendum. Donc ils sont d'accord sur le fond. Ils sont d'accord, mais alors sur la forme. Je pense que tout le monde aura compris que tout ça n'avait aucun sens, quoi. Voilà, ce sont des petits jeux. Alors entre les positions idéologiques un peu hystériques des uns et des autres et les calculs politiciens bas étage, voilà, ça n'a aucun sens. On se retrouve en pire dans la situation de la 4e République. Vous aviez d'un côté le Parti communiste, de l'autre côté le RPF du général de Gaulle, qui à eux deux faisaient une majorité, mais ne pouvaient pas s'entendre et pas se parler. Mais là, on a atteint un degré de sottise qui est quand même... Oui, parce on parle peu dans l'opposition parlementaire, on parle peu finalement de la réforme des retraites. Ce qui compte, c'est de ne pas mélanger ses voix. C'est ce qu'on a entendu dire. Ouais, dans ce cas, les voix des uns et des autres ne serviront à rien. Puis, voilà. Mais de toute façon, je pense qu'au fond, ça, c'est l'écume des vagues. Hein. C'est que les choses, on le voit bien, ne se passent pas en réalité au Parlement, elles se passent dans la rue. Alors certains s'en scandaliseront, mais dans une démocratie, les choses se passent dans les urnes, au Parlement et dans la rue. C'est d'ailleurs le seul régime où les gens ont le droit de s'exprimer, de manifester leur mécontentement et de faire pression d'une façon ou d'une autre sur l'exécutif et même sur le législatif. D'ailleurs, on sent bien que la pression monte, notamment sur les députés quand ils rentrent dans leur circonscription. Bien sûr. Je pense que tout le monde le sent. Mais le vrai problème est un problème de fond, parce que la bataille de l'opinion, elle est perdue pour le gouvernement, et on voit bien le mécanisme d'ailleurs psychologique, hein, c'est que au fur et à mesure que le débat progresse, le nombre d'opposants progresse. Donc ça, c'est toujours très mauvais pour les... Pas bon signe pour le gouvernement. C'est pas bon signe pour le gouvernement. Et la pire des façons de répondre à ça, c'est de se buter. Voilà. C'est-à-dire que de se dire, c'est pas grave, moi, de toute façon, j'ai les gendarmes et les CRS, donc je ne risque rien, et les manifestants s'useront. Puis quand ils seront usés, bien,
Ça sera... Mais c'est très dangereux parce que les manifestants, enfin les opposants peuvent se buter aussi. Moi je me souviens du CPE. Vous savez, c'était cette mesure. On a l'âge de s'en souvenir. Voilà, qui donnait des droits inférieurs aux gens qui débutaient leur carrière, en particulier aux étudiants pour leur premier emploi, et qui avait soulevé une vague de protestations très très forte. Et le Parlement a voté la loi. Et les manifestations ont continué. Jusqu'au jour où Jacques Chirac, président de la République, est venu à la télévision et a dit, écoutez, la loi elle a été votée, je vais donc la promulguer puisque la Constitution m'y oblige, mais elle ne sera pas appliquée, ce qui était extraordinaire. Mais il fallait sortir de cette histoire. On parlait de 95 tout à l'heure, c'est la même chose. Alors il n'y avait pas que les retraites en 95, hein, il y avait l'assurance maladie aussi. Mais en 95, Juppé disait, moi je suis droit dans mes bottes, je ne bougerai pas. Il était applaudi par toute sa majorité debout à l'Assemblée. Et ça a duré, ça a mis des millions de gens dans les rues. C'est finalement le président de la République, c'est-à-dire Jacques Chirac à l'époque, qui a arrêté les frais. Et c'est raisonnable, c'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où il faut savoir tenir compte de l'opposition et surtout de l'opposition qui se radicalise et qui se multiplie. Voilà. Alors, Michel Onfray, j'aimerais vous entendre sur les impérities des oppositions parce que je pense que vous n'allez pas trouver de mots assez durs pour condamner ces petites magouilles politiciennes qui empêchent d'organiser, par exemple, un référendum. Bon, on va faire un petit exercice gaulliste ou gaullien, parce que, à l'évidence, on a un exercice de politicien, comme disait le général de Gaulle. Ce sont des politiciens, c'est-à-dire des politiciens qui font carrière. On voit que Mélenchon fait carrière depuis des années, et que à chaque fois qu'il faut vraiment choisir, il nous dit qu'il faut choisir Macron. Ça fait quand même des années que ce monsieur fait le jeu de Macron. On le voit d'ailleurs, moi j'ai souvenir d'images assez terribles pour lui quand on voit Mélenchon rencontrer Macron à Marseille, et qu'on voit cette espèce de grande gueule qui se déballonne d'un seul coup en disant « Monsieur le Président, mais je n'ai jamais dit ça, n'est-ce pas ?» Et l'autre qui était vraiment très heureux de voir à genoux Mélenchon devant lui et qui lui dit « Mais non, bien sûr, je n'ai jamais cru une chose pareille. » Et on voit bien que ce personnage n'a que le souci de sa petite carrière, de sa petite cagnotte aussi, assez probablement, mais pas du tout celui de la France. Vraiment, il y a un mépris total de la France et des Français dans cette aventure. C'est est-ce que c'est bon pour ma carrière? C'est-à-dire, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est bon pour mon compte en banque? Est-ce que c'est bon pour mon trajet personnel? Mais la France, les Français, ils n'en a que faire. C'est-à-dire, il suffit juste de dire que voter avec quelqu'un sur un sujet précis, c'est pas se rallier au Front National, et que si c'est bon pour la France, on doit pouvoir voter ensemble. Ça ne nous gêne pas de voter avec Macron et pour Macron quand il s'agit d'empêcher Marine Le Pen. Il nous dit d'ailleurs, avec des excès de sophistique qu'on connaît bien, ou de rhétorique, qu'il ne vote pas pour Macron mais contre Marine Le Pen. Donc là, il pourrait trouver un truc en disant je ne vote pas avec Marine Le Pen mais pour la France, pour les Français, pour les travailleurs, et tout le monde comprendrait, et puis on aurait un référendum. Mais non, il continue à faire de la politique politicienne. C'est vraiment ce qui est de plus détestable. Ouais. Ah, vous vouliez ajouter un petit mot, Henri Guillon? Oui, juste raconter une anecdote pour faire réfléchir. Alors, le sujet qui était abordé dans cette anecdote est très différent, évidemment, des circonstances actuelles. Mais je me souviens qu'au moment de la campagne de Maastricht, qui est mon premier engagement politique, Madame Garot organise la rédaction collective d'un petit livre qui s'appelait De la France en particulier, de l'Europe en général. Et on fait une conférence de presse pour lancer ce livre, auquel il y avait des auteurs assez connus. Puis il y avait Philippe Séguin, il y avait des profs de droit, et il y avait parmi eux un auteur qui s'appelait Alain Griotré, qui a été un moment responsable du Figaro, qui était un élu giscardien, mais positionné très à droite, très anticommuniste. Ouais. Et un journaliste se lève, Monsieur Griotré, ça vous gêne pas d'être dans le même camp que les communistes? Qui disait non aussi. Ouais. Griotré dit, mon jeune ami, vous savez, moi j'étais dans la résistance. Quand on a vu arriver les communistes, on a été bien content de les voir arriver. Et il n'y avait pas plus anticommuniste qu'Alain Griotré. Alors, c'est des circonstances, les enjeux sont très différents, mais la philosophie de cette histoire, voilà, c'est que, eh bien, il faut de temps en temps, parce que l'intérêt général est plus important, ou parce qu'on se bat pour la même cause, accepter le compagnonnage avec des gens qui n'ont absolument pas vos idées. Puis là, c'est même pas un compagnonnage, c'est juste voter pour qu'il y ait pour engager la procédure. Absolument. Enfin, déjà pour engager la procédure qui pourrait mener à un référendum si 4 millions de Français après acceptaient de signer la pétition. Voilà. Merci Henri Guénaud de nous rappeler cette anecdote qui en dit long. Vous restez avec nous. Nous parlerons dans un très court instant de la guerre en Ukraine. 2 nouvelles informations
informations sont tombées cette semaine, vous allez voir. Pour comprendre, nous en parlerons avec Henri Guénaud, Michel Onfray, et nous entendrons aussi Arnaud Klarsfeld, qui est à l'origine d'une pétition qui refuse la marche vers la guerre mondiale. On vous en a déjà parlé. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour sur l'heure libre, votre nouveau rendez-vous sur Sud Radio tous les samedis matins de 10 à 11 en partenariat avec Front Populaire. Je suis donc avec son cofondateur, Michel Onfray bien sûr, mais également avec Henri Guénaud, conseiller spécial à l'Élysée, ancien conseiller spécial à l'Élysée puisqu'on ne l'est pas toujours, et Maxime Le Nagar, rédacteur en chef. Alors je vous annonçais tout à l'heure, nous allons parler de cette course folle à la guerre mondiale en Ukraine, essayer de penser la guerre autrement qu'en répétant en boucle les mêmes propagandes. Et Henri Guénaud, nous sommes heureux de vous recevoir parce que vous êtes l'auteur d'une tribune dont on a parlé la semaine dernière, que vous aviez écrite en mai 2022. Nous marchons vers la guerre comme des somnambules. C'était en mai 2022. Vous lanciez déjà l'alerte, c'était il y a plus de 6 mois, et personne ne vous a écouté, curieusement. Non, mais comme vous pouvez pas demander à des somnambules de se réveiller. Enfin, voilà, je l'ai écrite parce que je n'en pouvais plus d'entendre ce que j'entendais et de voir ce que je voyais. C'est la faute principale, elle est au début de cette affaire. Elle est même très antérieure, mais personne n'a rien fait pour éviter la guerre et personne n'a rien fait pour l'arrêter le plus vite possible. J'avais dit, mais vous savez, le risque dans cette affaire, indépendamment des procès qu'on peut faire aux uns et aux autres, cette tribune ne prenait pas parti sur ça. Non. Bien sûr, il y a un agresseur, un agressé. Je peux parfaitement comprendre que les Ukrainiens mettent toute leur force dans la bataille et essaient de repousser les Russes. Mais il y a un autre sujet derrière, c'est celui de notre implication dans la guerre et éventuellement des dérives de la guerre. Donc, la guerre, c'est une montée aux extrêmes. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Dès que vous êtes jeté dans ce bain de violence, eh bien, vous êtes amené à faire des choses que vous auriez pensé ne jamais faire de votre vie. Et c'est vrai de toutes les guerres, et on pourrait revoir, là, je vais citer beaucoup, là, non seulement la Première Guerre mondiale pour ce qui est de l'enchaînement qui conduit à la guerre, mais la seconde pour ce qui est du déchaînement de la violence dans la guerre. Enfin, les Alliés ont commencé la guerre en disant que, évidemment, eux, ils ne tiraient pas sur les civils, mais seulement sur les militaires. Et puis, ils l'ont fini en bombardant toutes les grandes villes allemandes avec des bombes incendiaires pour casser le moral des Allemands, ce qu'ils n'ont pas réussi d'ailleurs à faire, mais en revanche, on a tué beaucoup de monde. D'ailleurs, les chiffres de l'époque n'ont rien à voir avec ceux que l'on donne à propos de la guerre en Ukraine. Pareil, Truman, il n'avait jamais pensé de sa vie qu'il allait un jour jeter 2 bombes atomiques sur des villes, qui plus est. Il l'a fait, voilà. Il a fait la première, ça n'a pas suffi. On en a fait une autre. On en a envoyé une autre. Mais donc, il est extrêmement dangereux pour tout le monde de laisser cet engrenage se développer. Moi, je ne suis pas pacifiste. Je pense que le pacifisme fait l'hypothèse que les hommes sont bons et qu'il n'y a rien de plus dangereux que d'oublier que les hommes sont violents. Et donc, je suis pas belliciste non plus, parce que les bellicistes pensent que la guerre, ça régénère l'homme. On fait presque la guerre pour le salut de l'humanité, ce qui est un comble. Donc, les deux sont dangereux, chacun à leur façon. Mais il faut être lucide sur les risques. On joue avec le feu, et plus ça passe, plus on joue avec le feu, plus le sang coule, plus il sera difficile de trouver une porte de sortie. Or, elle était, il me semble-t-il, je ne sais pas si on aurait pu l'arrêter, mais en tout cas, on aurait pu essayer, et il y avait beaucoup de voies pour essayer d'arrêter ce conflit, ou même d'empêcher qu'il commence à. Absolument. Alors, comme pour vous donner raison, Henri Guénaud, on a appris cette semaine que l'OTAN est prête maintenant à une confrontation directe avec la Russie. Que faut-il comprendre, Maxime Le Nagar? Oui, c'est le président du comité militaire de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer, qui a fait cette déclaration sur une chaîne de télévision portugaise, RTP. Son propos est assez subtil. En fait, il explique que les pays de l'Alliance Atlantique doivent réorienter leur production civile vers le domaine militaire, c'est-à-dire passer, je le cite, en économie de guerre en temps de paix. Et il ajoute par ailleurs que l'OTAN, effectivement, est prêt
envisagé une confrontation avec la Russie, mais que l'OTAN a perdu son monopole de l'initiative militaire. Et il dit, là nous faisons face à la Russie qui vient à nous et nous envahit, nous devons être beaucoup plus près, nous n'avons pas le temps de nous préparer à l'avance, car ce sont eux qui décident quand ils viennent. Fin de citation. Oui. Michel, ce sont des nouvelles qui ont de quoi alarmer, hein. Oui, d'abord, je voudrais en profiter pour saluer Henri Guénaud, parce que quand j'ai lu son papier dans le Figaro, je l'ai beaucoup partagé, j'ai été sidéré qu'on puisse être aussi lucide, intelligent, enfin bon, ça m'étonne pas en ce qui concerne Henri Guénaud, mais je me suis dit, c'est quand même extraordinaire qu'on puisse avoir une parole libre sur ce sujet, et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce papier a été reçu, avec un déluge de haine de la part du fameux service public, de tous les maastrichtiens qui ont estimé que, évidemment, il fallait en appeler à Adolf Hitler, et que si on avait laissé faire Adolf Hitler, etc., etc. Enfin bon, on connaît le fonctionnement de ces gens-là, et l'incapacité à penser la question de la paix. Moi, je suis d'accord aussi avec Henri Guénaud sur la question de la guerre. Ce que je préfère dans la guerre, c'est la paix. C'est quand elle s'arrête. Il y a en Normandie l'abbé de Saint-Pierre qui est à l'origine du projet de paix perpétuelle, qui va générer ensuite le fameux texte d'Emmanuel Kant. Mais personne ne prépare la paix. Tout le monde prépare la guerre, pour le coup. Et cette façon d'aller derrière le désir, ou de précéder le désir des Américains en disant, mais on va pouvoir faire leur jeu, comme d'habitude. C'est-à-dire, on fait leur jeu sur le terrain économique, sur le terrain civilisationnel, et là pour le coup on le fait aussi sur le terrain guerrier, c'est-à-dire tout le complexe militaro-industriel américain avait envie et besoin de cette guerre, comme d'habitude, ils continuent leur impérialisme, c'est dans leur ADN, c'est comme ça que ça s'est passé d'est en ouest aux États-Unis jusqu'à la destruction des bisons et des Indiens, ou des Indiens et des bisons, et donc on voit bien que c'est ce qui mène les Américains et l'Europe comme un seul homme, l'Europe de Maastricht comme un seul homme nous dit il faut faire cette guerre absolument, et on n'a pas besoin de la paix, et on n'a pas envie de la paix. Et quiconque annonce la nécessité de ne pas aller à la guerre, c'est-à-dire de maintenir la paix, comme l'a fait Henri Guénaud, se fait insulter, assassiner, traiter de munichois, etc., etc. Je trouve effectivement que l'arrivée dans ce concert d'Arnaud Klarsfeld est une bonne chose. On va l'entendre dans un instant. Qu'on puisse réunir des sensibilités diverses et multiples. Quelqu'un qui a pu être pour la guerre d'Irak, Henri Guénaud qui est un gaulliste historique, si je puis dire, et puis nous, à Front Populaire, et qu'on puisse retrouver un peu aussi l'esprit des Français sur ce sujet. Je pense qu'il y a plein de Français qui, en catimini, parce qu'il n'est pas question de dire qu'ils ne veulent pas la guerre, dans ces cas-là, ils seraient du côté de Poutine, et on connaît la rhétorique ou la sophistique, mais il y a un vrai désir de paix. Jadis, avec le général de Gaulle, la France avait une voix qui portait, on pouvait faire de la diplomatie, on avait de la vraie politique, la grande politique, comme aurait dit Nietzsche. Ça n'est plus le cas aujourd'hui quand on est dans l'Europe de Maastricht, c'est Ursula von der Leyen qui décide, et le président de la République française qui suit, et on a un exercice terrible, hein, quand on voit Emmanuel Macron qui se met au service de cette Europe-là, en espérant bien peut-être d'ailleurs qu'il en récoltera quelque chose, et que peut-être il deviendra un jour président de cette fameuse Europe. Qu'est-ce qu'on peut devenir quand on a été 2 fois président de la République en France? Eh bien, le patron de l'Europe. Et je pense que Macron joue plutôt cette carte-là que la carte de la France. Et c'est dommage. Alors, à propos de l'Union européenne, on pourrait s'interroger aussi sur le train des sanctions. J'aimerais vous entendre sur ce sujet, parce que là, pour le coup, les sanctions, on doit être au 10e train de sanctions. C'est un échec complet, parce que jeudi, on apprenait que le FMI, et c'est pas une officine de propagande, hein, que le FMI prévoit un taux de croissance de la Russie en 2024 plus élevé que celui de la zone euro. Vous êtes penché sur ces chiffres, Maxime? Oui, alors effectivement, c'est ce que dit le FMI. Ce que dit le FMI n'est pas forcément parole d'évangile. Ils avaient pronostiqué un recul de moins 8,5% du PIB russe en 2022. Ils se sont un peu trompés. Mais n'étant pas économiste moi-même, j'ai demandé un avis à un spécialiste, Jacques Sapir, qui est un grand spécialiste de l'économie russe et contributeur régulier de Fonds Populaire. Il confirme les prévisions du FMI avec ses propres calculs. L'économie russe devrait repartir de l'avant dans le second semestre 2023. Pourquoi, selon lui? On constate une forte remontée des importations de biens, notamment depuis la Chine, qui témoigne en fait de l'effacement de l'impact des sanctions occidentales. C'est-à-dire que la Russie a basculé partiellement vers l'Asie, notamment la Chine et l'Inde. Et ce que dit Jacques Sapir, c'est que si les sanctions ont eu un impact réel, il a été très court, et qu'en fait, à moyen et long terme, les sanctions n'ont plus du tout d'efficacité, et que c'est l'Europe qui va en payer les pots cassés à la fin. Oui, et j'ajouterais que le rouble se porte très bien. On nous avait dit qu'il allait aussi s'effondrer. Il est aujourd'hui au plus haut depuis 2015. Ça doit vous inspirer quelques commentaires. Oui, je vais juste refaire un commentaire sur la question précédente, mais et ensuite, qui débouchera sur... Je pense que dans ce qui est en train d'arriver, notamment en Europe et même dans tout l'Occident, la part du calcul est moins importante que celle de la psychologie.
C'est-à-dire que nous avons affaire à des gouvernants qui sont psychologiquement relativement faibles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de résister à la pression que peut exercer sur eux le regard des autres, enfin le regard de leurs pairs, ceux avec lesquels ils vivent. Je pense que c'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron, qui au début avait une position un peu marginale, en disant faut quand même ménager la Russie, il faut pas l'acculer, etc. Et qui s'est trouvé soumis à cette pression psychologique. C'est une pression où on parle des sanctions, mais quelqu'un dit je donne un canon, le voisin dit tout de suite j'en donne 2, puis l'autre dit j'en donne 3, parce que il faut toujours aller plus loin dans cette espèce de bonne conscience qui cimente tous ces gens. Les hommes d'État ne se laissent jamais influencer de cette façon. Quand le général de Gaulle décide de quitter les organes militaires intégrés de l'OTAN, ça provoque un tollé, il n'en a rien à faire. Bon, quand il fait le discours de Phnom Penh, ça provoque un tollé, il n'en a rien à faire, il est sûr de lui, il est fidèle à ses alliances, mais il garde sa propre voix. Ou quand Jacques Chirac refuse d'aller, que la France aille en Irak, c'est pareil, la pression a été terrible, les insultes, et il en avait, au fond, lui non plus, rien à faire. Bon, cette capacité de résister est une des expressions de l'homme d'État. Et il faut bien regarder, c'est ça qui est dangereux aujourd'hui, c'est que parmi tous ceux qui gouvernent l'Europe et même le reste du monde occidental, aucun n'est capable de cette résistance psychologique. Ça, c'est la première chose. Donc ça nous entraîne évidemment à faire des sanctions sur les sanctions. Hein. Ouais, on va arriver au 10e. Mais oui, parce que on est toujours dans la surenchère et personne n'ose dire ça suffit. Pourquoi ça marche pas? Enfin, ça. Je vais être obligé de vous interrompre. Excusez-moi. On va se retrouver pour la suite de cette conversation sur la guerre et on retrouvera Arnaud Klarsfeld qui nous dira des vérités bien vertes aussi sur l'attitude de ces hommes de l'Union européenne. Restez à l'écoute de Sud Radio, on vous retrouve Henri Guénaud dans un instant. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Toujours à l'écoute de l'heure libre, le nouveau rendez-vous de Sud Radio tous les samedis matins en partenariat avec Front Populaire, la revue, le site d'information. Nous parlons toujours de la guerre en Ukraine. Vous nous expliquiez à l'instant sur ce conflit, Henri Guénaud, ancien conseiller spécial à l'Élysée, que les hommes politiques européens manquent d'autorité et de capacité, de cette capacité à trancher quitte à déplaire. Vous vouliez ajouter quelque chose sur les sanctions, Henri? Pas capacité à déplaire, c'est une manque de caractère. Enfin, manque de caractère. Mais ça explique les sanctions d'ailleurs. Les sanctions, elles sont pas le produit d'un calcul rationnel, d'un calcul économique. Elles sont le produit de cette fuite en avant psychologique dans la espèce de bien-pensance. Il faut se donner le beau rôle et donc on ne réfléchit pas. C'est pareil pour les livraisons d'armes et on surenchérit sans arrêt pour être quand même le meilleur de cette histoire, le plus celui qui incarne le mieux le camp du bien, etc. Donc, mais quand on pense qu'on est dans le camp du bien et qu'on ne réfléchit pas à plus que ça, d'abord il faut pas gouverner et quand on gouverne c'est très dangereux parce que le camp du bien, le bien par définition peut tout se permettre. Voilà. Alors pourquoi les sanctions elles marchent pas? Elles ne marchent pas parce que on a pensé priver les Russes de devises étrangères, de dollars, de recettes en dollars, mais vous n'avez pas besoin pour faire fonctionner, et en plus en temps de guerre, une économie comme celle de la Russie, vous n'avez pas besoin de devises étrangères, vous n'avez pas besoin des dollars. On le faisait d'ailleurs dans les périodes où l'Union soviétique et beaucoup de pays n'étaient pas dans l'économie de marché. Dans ce cas, on fait des accords de troc qui peuvent être très compliqués. Les spécialistes du commerce international savent très bien faire ça. Et on n'a pas besoin du dollar. C'est mieux quand on a une monnaie, ça met de l'huile dans les rouages. Oui, bon, voilà. ça fluidifie les échanges, mais on peut très bien assurer l'essentiel de cette façon-là. Et donc il n'y a pas besoin. Et d'autre part, plus l'économie se convertit en économie de guerre, et moins elle est soumise aux lois du marché. Donc les Russes, ils vont peut-être pas vivre dans la prospérité, mais ils vont petit à petit s'adapter, et d'où les prévisions sans doute du FMI pour survivre et même pour vivre. Bon, en revanche, l'Europe, elle paye le prix de ses propres sanctions. C'est même elle qui paye le prix le plus fort. L'Europe se retrouve avec une énergie chère qui va sans doute durer.
On aimerait bien savoir d'ailleurs qui a saboté l'oléoduc, ou le gazoduc, pardon. Et ça, c'est la première des choses. C'est que l'Europe est la victime expiatoire, économiquement, socialement, et peut-être militairement, parce qu'elle est en train de se défaire de la plupart de ses armements, de cette série de sanctions. À genoux l'Europe, vous nous l'expliquez très clairement. Non, elle se met à genoux. Elle se met à genoux. Elle se met à genoux. Et alors, ça m'amène cette réflexion. Le dernier argument qui était à la disposition des tenants d'une Europe fédérale, intégrée, maastrichtienne, etc., c'était il nous faut nous unir pour être indépendants des empires. Et nous sommes en train d'assister à la dilution totale de l'Europe dans l'un des empires. Voilà, c'est l'Europe aujourd'hui. Elle construit le chemin qui l'amène non pas à l'émancipation, mais à une forme de servitude. On pourrait presque dire alignement total. Un jour, Régis Debray avait dit la France elle a qu'à devenir un État fédéré américain. Maintenant, c'est fini. Là, c'est tous les pays d'Europe qui sont en train étrangement de devenir des États fédérés des États-Unis. Alors ça ne veut pas dire que les États-Unis font des calculs aussi, ils réagissent ils profitent de la situation. Le problème américain est toujours le même, c'est qu'ils négligent la géographie, l'histoire, la culture. Mais il est fabuleux, il est extraordinaire de voir l'Europe, qui est quand même un continent pétri de culture et d'histoire, faire la même erreur à propos de son propre continent. Absolument. Alors, il y a une autre personne, un avocat, Arnaud Klarsfeld, qui fait l'expérience douloureuse de prise de position assez courageuse contre la montée, l'escalade vers la Troisième Guerre mondiale. Il a lancé une pétition pour s'opposer à la guerre, qui est intitulée « Contre une Troisième Guerre mondiale pour le Donbass ». Cette pétition est disponible sur change.org et elle rencontre un assez grand succès, mais elle a très peu de relais dans les médias. Ici, on en parle en tout cas, et tant mieux. Une liberté de ton qui nous l'autorise. Et on a eu envie de lui demander qu'il est très attaqué sur ce dossier et de nous expliquer pourquoi il est autant attaqué sur ce dossier. Pourquoi tant d'attaques ? Parce que, encore une fois, je suis dangereux dans ce que je dis. Et il y a un élan derrière moi que je sens, c'est la première fois que je dis une chose pareille, mais là je le sens vraiment, et que je gâche le récit. Je rappelle aussi ce qu'ils essayent de cacher, c'est-à-dire que officiellement, pas ici ou là, officiellement, l'Ukraine glorifie des génocidaires qui ont exterminé des dizaines de milliers de familles juives. Ils ont les plus longues avenues à Kiev, ils ont des statues, ils ont des jours fériés ou officiels, ils ont des timbres-poste. Je ne parle même pas du bâtiment du régiment Azov ou de miliciens, je parle du caractère officiel, je donne des faits. Donc je gâche le récit sur ce conflit un peu, oui. Ouais. Et on lui a également demandé pourquoi les médias occidentaux en général, les médias français en particulier, sont aussi partiaux. Vous écoutez. Pour les doxa et pour les nombreux médias, il faut dire que la Russie commet un génocide. Mais si la Russie commet un génocide, ça signifie qu'il faut aller engager des troupes de l'OTAN, c'est-à-dire il faut attaquer la Russie et, comme pour l'Allemagne nazie, obtenir une capitulation sans condition. Aucune raison ne milite pour une troisième guerre mondiale, pour un territoire comme le Donbass, dont personne n'avait vraiment entendu parler il y a quelques mois. Ouais. Alors justement, Michel Onfray, vous l'observez aussi, cette doxa, cette partialité dans les médias. Vous êtes souvent invité et vous vous retrouvez obligé vous aussi de vous justifier souvent. Oui, d'abord, il faut dire que cette guerre n'existe pas que depuis que les médias ont décidé qu'elle existerait. C'est-à-dire que le 24 février, il y a un moment donné où on se dit, ça y est, la guerre est commencée. Mais ça fait 10 ans qu'elle existe, cette guerre. Il y a un nombre de morts qui est déjà considérable. Il y a eu les accords de Minsk. Ces accords de Minsk n'ont pas été respectés. Il y a eu un mépris complet de la part des gouvernements qui s'étaient engagés dans ces accords de Minsk pour la parole donnée. Donc il y a un moment donné où il faut remettre tout ça dans les grandes perspectives, dans les longues perspectives, et voir comment on peut expliquer les choses. Donc à l'évidence, je souscris à tout ce qu'a dit précédemment aussi Henri Guénaud, c'est-à-dire que on voit bien que toute cette espèce de répression économique, elle se retourne vers nous sous forme de boomerang, que ce sont les boulangers, que ce sont les restaurateurs qui payent aujourd'hui les engagements d'Ursula von der Leyen et de Macron qui suit très précisément. C'est-à-dire que quand on fait un peu de géopolitique, quand on fait un peu d'histoire, quand on a un peu le sens des longues durées, on voit bien que de fait c'est une guerre impérialiste américaine
l'Ukraine. Elle est menée avec le prétexte, entre guillemets, de l'Ukraine, et qu'on souscrit absolument à tout ça. Alors je suis très heureux qu'Arnaud Klarsfeld comprenne comment tout ça fonctionne. À un moment donné, il dit « il pense que », etc. J'aurais bien aimé l'interroger sur le « il », parce que ce « il existe depuis longtemps, et c'est le même « il » qui rend possible le Liban, la Libye, je veux dire, le Liban aussi un peu, la Syrie, l'Irak, et voilà, toute la destruction du bassin méditerranéen. Et c'est très bien qu'il soit rentré dans le camp de la raison, je dirais, pour le coup. Moi, ça me réjouit de le voir comprendre qu'effectivement, le « il » en question, il pose des problèmes depuis des années, depuis la fin de l'Empire soviétique, je dirais, depuis la fin de l'Empire soviétique. L'Empire américain avance ses pièces, et depuis très longtemps, Poutine dit « arrêtez d'avancer vos pièces ». On fait comme si rien n'avait été dit, et puis à un moment donné, il dit « bon ben voilà, on l'a assez dit ». Donc si on veut faire de la diplomatie, si on veut faire de la politique, si on veut pas mettre la France à la remorque de l'Europe qui elle-même est à la remorque des États-Unis, effectivement, il y avait des choses à faire. Alors ce bellicisme, Arnaud Klarsfeld, on va le réécouter, enfin on va l'écouter, on va poursuivre notre écoute d'Arnaud Klarsfeld. Il le sent également dans les médias français et chez les dirigeants européens, en particulier. On l'écoute. Pour la doxa et pour les nombreux médias, il faut dire que la Russie commet un génocide. Mais si la Russie commet un génocide, ça signifie qu'il faut aller engager des troupes de l'OTAN. C'est-à-dire qu'il faut attaquer la Russie. Là, on s'est trompé d'extrait. C'est l'extrait suivant. Pardonnez-nous. Certains dirigeants européens ne cherchent pas une porte de sortie, et c'est ça qui m'inquiète. Et s'ils ne cherchent pas une porte de sortie, et si on entend sur les plateaux de télévision de chaînes mainstream un ancien ambassadeur de France qui dit si l'Ukraine s'écroule, il va falloir que l'OTAN envoie des troupes. Une dame, Madame Galia Ackerman, qui dit aussi que l'OTAN devra envoyer des troupes si l'Ukraine n'arrive pas à reconquérir son territoire. Et ce sont des gens qui sont des gens centristes. Eh bien, cela m'inquiète, et à juste raison. Et les gens, je crois, les classes populaires aussi sont inquiètes, à juste titre. Oui, alors justement, vous aussi, vous partagez cette inquiétude, Henri Guénaud, et cet aveuglement de ces centristes maastrichtiens vous atterre aussi. Oui, alors, une première remarque, on voit, notamment à travers l'exemple de l'électricité que vous citiez, à quel point l'Europe du marché unique et de Maastricht nous met en situation de vulnérabilité extrême dans ce genre de situation. Voilà, on a sous les yeux le résultat de ce que nous avons fait, soi-disant pour notre indépendance, et qui se retourne contre nous, parce que si EDF était toujours un monopole naturel, un monopole public, et service public, nous n'aurions pas ce problème, puis nous n'aurions pas externalisé la maintenance pour faire faire des réductions de coûts dans l'entreprise qui produisait le courant le moins cher d'Europe. Ouais, on en est là. Oui, mais oui, on en est là. Donc on est extrêmement vulnérable, et on l'est de plus en plus par l'attitude de nos dirigeants. Michel Onfray citait à juste titre les grands épisodes, je pense à l'Irak en particulier, où les mots employés par les mêmes qui aujourd'hui vous expliquent qu'il faut absolument mettre la Russie à genoux, c'était les mêmes qui vous expliquaient que Saddam Hussein était un tyran, ce qui était vrai. Qu'il avait des armes ce qui n'était pas vrai, mais en revanche la Russie en a. Ouais. Et d'autre part que si on ne l'arrêtait pas, on ne l'arrêterait plus. On se demande où il serait allé. Mais voilà, le résultat a été quand même un chaos invraisemblable dans lequel qui a provoqué sans doute directement et indirectement plus d'1 million de morts, des millions de réfugiés jetés sur les routes, dont une partie a contribué à déstabiliser l'Europe, plus les gens qui se sont noyés dans les terres, plus Daesh. Parce que Daesh, c'est l'enfant de l'Irak. Donc, la morale, c'est pas juste d'aller tuer le dictateur, on l'a tué. La morale, c'est de savoir ce qui se passe après. Si c'est pour faire souffrir des millions et des millions de gens, on ne peut pas appeler ça de la morale. On est devant il faut accepter de reconnaître qu'on est devant un dilemme tragique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté le bien et de l'autre côté le mal, mais qu'on est entre les deux, et qu'il faut, il faut trancher. Voilà. Mais ce qui nous tue, c'est cette espèce de moralisme à deux balles, quoi. Qui fait prendre. Enfin, c'est l'espèce de coalition des bien-pensants qui en fait ne pensent pas si bien que ça. Ouais. Absolument. Alors dans un instant, on va parler justement de la difficulté à faire émerger un autre discours, une troisième voie, une voie gaulliste pourrait-on dire. À tout de suite sur Sud Radio, et on retrouvera Michel Onfray.
Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. L'heure libre avec Henri Guénaud, ancien conseiller spécial à l'Élysée, Michel Onfray et Maxime Lenagar. Nous parlons toujours de la guerre. Et à l'instant, on parlait de l'alignement aveugle de l'Union européenne sur la politique américaine. J'ai quand même une question à vous poser, Henri Guénaud, en tant qu'ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. C'est quand même votre président qui nous a entraînés vers l'intégration du haut commandement de l'OTAN, ce qui a aggravé un peu notre cas quand même, puisque ça nous prive d'une certaine indépendance, non? Alors, d'abord, c'était pas une idée de Nicolas Sarkozy, mais de Jacques Chirac et d'Alain Juppé, qui avaient une première fois échoué parce que les postes offerts aux militaires français ne leur semblaient pas assez prestigieux. Bon, voilà, donc c'est une reprise de cette idée. En réalité, je ne nie pas la portée symbolique, probablement très négative, de cette réintégration. Sur le plan pratique, ça ne changeait rien, parce que la France participait déjà à toutes les opérations de l'OTAN. Elle restait membre de l'Alliance Atlantique. De Gaulle n'en était pas sorti. Bon, et donc tout ça était plus cosmétique qu'autre chose, avec des conséquences encore une fois symboliques qui sont importantes. Mais ça n'aurait rien changé à la situation actuelle. Hein. C'est-à-dire que on ferait encore plus, je pense, pour montrer qu'on est à l'intérieur de l'OTAN. Les organes militaires intégrés, ça avait un sens beaucoup plus important en 66 quand De Gaulle en est sorti, parce qu'il y avait des bases américaines en France, parce que il y avait à l'époque une prédominance des Américains qui était très forte. Quand on en est sorti, les Américains ne contrôlaient plus de la même façon. Mais ça ferait sens aujourd'hui d'en sortir? Je sais pas si c'est en sortir. Sur le plan symbolique, en tout cas. Oui, mais ça n'a pas d'importance si derrière vous faites exactement la même chose, ou pire même pour montrer que vous êtes le meilleur élève malgré tout de la classe. Donc, je pense que le problème aujourd'hui, c'est que la France assume une position. On peut dire ce qu'on veut de Jacques Chirac, de Sarkozy, etc. Mais Jacques Chirac n'est pas allé en Irak. Bon. Exact. Nicolas Sarkozy a arrêté la guerre en Géorgie. Alors on me dit oui, mais la Géorgie a perdu le contrôle de 2 provinces. Sans ça, il n'y aurait plus de Géorgie. Il y est allé, en violant le mandat qu'il avait, le mandat de président de l'Europe, vous savez, les diplomates disaient non, vous ne pouvez pas, monsieur le président, y aller, il faut d'abord avoir un mandat des autres Européens. Et il a dit non, j'y vais, puis de retour, si on a un accord, je proposerai l'accord, je dirais ceux qui ne sont pas d'accord, ils sortent, et puis j'explique comment on dit qu'ils ne sont pas d'accord. Donc personne n'est sorti. Oui, donc voilà. Il nous est arrivé par liste. Plus que ça, on a avec Merkel, quelques mois avant d'ailleurs, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel se sont opposés à l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Alors, de l'Ukraine et de la Géorgie. Alors, il y a eu un texte disant qu'un jour peut-être ils rentreraient, mais on lui reproche maintenant en disant s'ils étaient dans l'OTAN, je pense qu'on aurait eu la guerre plus tôt. Oui. Mais ça prouve bien que quelle que soit notre puissance militaire, notre volonté politique peut très bien enrayer la mécanique, et pouvait l'enrayer dès le début. C'est-à-dire que, comme il faut l'unanimité, M. Erdogan l'a parfaitement compris pour ce qui est de l'OTAN, pour l'OTAN comme pour l'Union européenne, la France pouvait plaider pour la neutralisation de l'Ukraine. C'est pourquoi avaient plaidé à peu près tous les géopoliticiens américains sérieux, donc Kissinger, en disant non, nous nous y opposons comme nous nous y sommes opposés en 2008. Voilà. Donc c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible, et justement faire entendre une voix que j'allais qualifier de gaulliste, une troisième voix sur la scène internationale entre les empires, on va dire, ça a été le fait de la France dans l'histoire contemporaine. À quelle occasion elle s'est manifestée, cette troisième voix que j'évoque, Maxime? Alors nous sommes en compagnie de gaullistes, donc je parle évidemment sous leur contrôle, mais il me semble que la grande politique d'ouverture de Gaulle date des années 60, juste après le traité de l'Élysée en 63. De Gaulle comprend que les Allemands veulent rester partiellement sous la houlette des Américains. La décolonisation est alors achevée, la force de frappe nucléaire française est opérationnelle, et là il décide, c'est les années 64, à partir de 64, la reconnaissance diplomatique de la Chine populaire, celle de Mao quand même. En 64, il va en Amérique du Sud, qui était une chasse gardée des États-Unis depuis la doctrine Monroe. En 66, il fait une ouverture à l'Est, visite de l'URSS. En 66, toujours il y a le discours de Phnom Penh avec la condamnation de l'étranger venu de l'autre rive du Pacifique, donc ça visait directement les Américains. Et en 67, reconnaissance politique
emblématique du fait national québécois, c'est le fameux Vive le Québec libre, donc c'est vraiment les années 64-67, De Gaulle par le monde. Ouais, donc on voit qu'il y a eu justement la possibilité de faire entendre une autre voix précisément. Et dans votre tribune, Henri Guénaud, je rappelle que vous avez écrit en mai dernier, vous en aviez appelé à cet esprit, vous dites: où est la voix de la France, ce vieux pays d'un vieux continent qui a connu les guerres, l'occupation et la barbarie, et qui le 14 février 2003 à l'ONU avait dit non à la guerre en Irak. Alors, elle est où cette référence au discours de Villepin? Elle est aujourd'hui éteinte, cette voix. Personne ne l'entend. Encore une fois, on avait un rôle à jouer. En plus, il se trouve que par les hasards de l'histoire, le président de la République française était président de l'Europe au début de l'année, enfin, juste avant la guerre et juste au début de la guerre en Ukraine. Donc, il a raté le coche, là, si on ose dire. Oui, mais on n'a rien fait, on a parlé. On n'a rien proposé. On s'est laissé, enfin, les dirigeants français, mais les autres aussi, se sont laissés emporter par cet engrenage encore une fois, de bien-pensance, où il fallait être le mieux-disant de la bien-pensance sur la scène internationale. Alors, vous parliez tout à l'heure des médias. Les médias, ils ont suivi comme ils suivent toujours, parce que c'est très fort la thématique du camp du bien. Hein. C'est très fort. Je suis du côté du bien. Et puis les autres sont du côté du mal. Vous n'allez pas choisir d'être du côté du mal. Donc voilà, avec des excès. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne veut pas voir, c'est que le moindre accident, plus la logique de l'engrenage de la guerre, peut nous mener à des dizaines de millions de morts, voire plus, parce que on n'est plus en face de Saddam Hussein, hein, on est en face de deux arsenaux nucléaires énormes, sans parler de celui de la France et de la Grande-Bretagne, celui de la Russie et celui des États-Unis. Donc le moindre dérapage peut nous conduire à une catastrophe mondiale. Ouais. Alors, de toute façon, même s'il n'y a pas ça, le monde va se fracturera d'ailleurs au détriment d'abord de l'Europe, et on voit bien se redessiner la géopolitique du monde. Une partie du monde ne supporte plus l'occidentalisation du monde. Voilà, c'est une page qui est tournée, et il faut que notre attitude, nous occidentaux au sens large, se prenne conscience de ce fait. C'est l'ancien secrétaire général du Quai d'Orsay qui a fait un livre récemment qui s'intitule « Il ne pense pas comme nous ». Oui, voilà, c'est une chose qu'il nous faut nous mettre en tête, et ne pas vouloir les faire penser de force comme nous, parce que tout ça finira très mal, soit bientôt, soit un peu plus tard. Alors Michel Onfray, justement, je voudrais vous faire réagir sur une autre phrase de cette tribune. Faire aujourd'hui des concessions à la Russie, c'est se plier à la loi du plus fort. N'en faire aucune, c'est se plier à la loi du plus fou. Tragique dilemme. Que pense Michel Onfray de ce tragique dilemme ? D'abord, je voudrais réagir un petit peu à ce qu'a dit Henri Guénaud précédemment, parce que c'est tout à sa gloire et tout à son honneur de ne pas accabler Nicolas Sarkozy. Il ne fait pas partie de ces gens qui font partie d'un gouvernement et qui, une fois qu'ils n'en font plus partie, écrivent un livre pour dire pique-pente de celui à qui ils doivent leur poste. Donc c'est très bien. Mais en même temps, je rappelle que Nicolas Sarkozy est quand même un personnage qui a fait que, quand les Français ont dit en 2005 qu'ils ne voulaient pas du traité européen, il leur a dit vous l'aurez tout de même en 2008 avec le traité de Lisbonne, et qu'on fait quand même plus gaulliste que ça. Donc d'une part. D'autre part, quand vous dites que sortir de l'OTAN, ce ne serait que symbolique, mais non, sortir Henri, des organes militaires intégrés. Oui, d'accord. Enfin, oui, entendons-nous bien. Mais moi, je serais pour la sortie complète de l'OTAN. Oui, mais c'est un autre débat. Oui, mais je pense que justement, quand on est gaulliste, on connaît la puissance du symbole. Et le symbole, on peut pas dire ça n'est qu'un symbole. C'est même un symbole terrible. D'abord, que d'avoir dit au peuple, on n'en a rien à faire de votre volonté en 2005. Ensuite, dire aux Américains, on est toujours avec vous et on vous suit toujours. D'ailleurs, passer ses vacances aux États-Unis quand on est chef de l'État, il y a des symboles qui pèsent lourd et qui signifient. Donc, je pense que c'est tout à votre honneur de ne pas taper sur Nicolas Sarkozy. Moi, j'estime que ce personnage a fait beaucoup de mal pour la France, et que notamment ce traité de Lisbonne en 2008 est une catastrophe. Ceci dit, Stéphane, j'avais oublié votre question. Ce n'est pas grave, Michel, tout va bien. On pourra refaire une émission sur le traité de Lisbonne. On refera. Oui, c'est une très bonne idée. À l'occasion d'une date anniversaire à la Constitution européenne, dont je me sens. On va prendre rendez-vous pour parler de tout ça. Oui,
Mais ça mérite une discussion. Non, je disais que c'est un tragique dilemme. C'est un tragique dilemme parce qu'aujourd'hui, se plier à la Russie, c'est se plier à la loi du plus fort, je disais. N'en faire aucune, c'est se plier à la loi du plus fou. Très brièvement, nous avons 1 minute 30. D'abord, je salue le talent d'aphorisme d'Henri Guénaud, parce que c'est un bel aphorisme bien balancé, comme on en faisait au XVIIe siècle, et La Rochefoucauld, etc., voire un peu plus tard avec Talleyrand. Ben oui, non, mais c'est vraiment une belle phrase. Et parce qu'en plus de ça, elle quintessencie quelque chose de très vrai. Il y a un moment donné où, quand on veut sortir du dilemme, il y a juste un horizon qui nous permet d'en sortir facilement, c'est est-ce que c'est bon pour la France? Si c'est bon pour la France, si c'est bon pour les Français, il n'y a plus de dilemme, et parfois on peut compagnonner avec des fous, parfois on compagnonne aussi avec des sages. Je rappelle que quand le général de Gaulle se réjouit de voir arriver les communistes, il les voit arriver parce que Hitler leur a donné l'autorisation après Barbarossa, et que sinon précédemment ils avaient collaboré pendant 2 ans. Donc il y a un moment donné où effectivement on se dit, le problème c'est pas de savoir si on signe un truc avec le Rassemblement National, ou si on fait quelque chose avec les Russes contre les Russes pour les Russes, avec les Ukrainiens contre les Ukrainiens ou je ne sais quoi. C'est juste de se dire, sortons de ce dilemme d'une manière extrêmement simple. Si c'est bon pour la France, on y va. Parfait, quelle belle conclusion, vous n'est-ce pas Henri? Je trouve que c'est une belle conclusion. Alors je vous remercie tous les trois. Je vous donne rendez-vous sur tous nos environnements digitaux, ceux de Sud Radio ainsi que ceux de frontpopulaire.fr. On se retrouve samedi prochain pour une prochaine heure libre. Vous voyez que le ton était libre aujourd'hui. À suivre sur Sud Radio, on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault qui sont en direct du salon Rétromobile à Paris. Quelle est la voiture de collection qui vous a fait le plus rêver? Je ne vous pose pas la question, mais c'est à vous de nous le dire au 0826 300 300. On parle auto juste après les informations de 11h. Bonne journée à l'écoute de Sud Radio.